Madame, Monsieur, bonsoir. De l'économie, ce soir dans Question d'actu, un sujet 100% entreprise avec des statistiques plutôt glaçantes. Incertitude, inflation, instabilité géopolitique. Depuis 5 ans maintenant, l'horizon économique mondial est secoué par des vents contraires qui font vaciller des millions, voire des centaines de milliers d'entreprises pour rester optimistes. Des géants aux petites structures, des secteurs en pleine mutation, piliers traditionnels. Le phénomène s'intensifie, celui bien sûr des défaillances d'entreprises. Selon le baromètre américain de Dun & Bradstreet, la tendance mondiale confirme une fragilité économique généralisée, avec plus de 2 millions d'emplois menacés par la vague mondiale de faillite en 2025, toujours selon le même cabinet, l'Europe et l'Amérique du Nord étant en première ligne des risques. Mais qu'en est-il du Maroc, le royaume qui a fait preuve d'une résilience plutôt remarquable face aux crises successives, notamment la Covid-19, est-il épargné par cette vague ? Eh bien, le royaume s'en sort plutôt mieux que le reste du monde, mais il persiste une crise de solvabilité inédite avec des faillites atteignant un record historique en 2024. Des secteurs comme le commerce et l'immobilier sont particulièrement touchés, avec bien sûr le poumon économique de notre pays, Casablanca, comme épicentre de ces faillites. Le tableau est sombre. Allianz Trade, un autre cabinet, anticipe pour sa part jusqu'à 16 800 faillites d'entreprises au Maroc en 2025. Alors comment sauver le soldat TPME? C'est notre question ce soir et pour y répondre, je reçois le directeur produit et communication chez Inforis, Camille Dioli. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Khadija, merci. Bonsoir. Bonsoir Hicham Ben Saïd Alaoui, vous êtes donc dans le conseil, vous accompagnez des entreprises et vous avez aussi, il faut le rappeler pour nos téléspectateurs, dans une vie antérieure, vous avez dirigé une antenne marocaine d'un grand cabinet de conseil que j'ai cité tout à l'heure. Bienvenue à vous aussi sur ce plateau, un plaisir renouvelé de vous accueillir. Merci beaucoup. Alors d'abord, je vais commencer avec vous, Hicham Ben Saïd Alaoui, contexte géopolitique. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'incertitude. Avant, on parlait d'incertitude au temps de Covid, mais je pense que l'incertitude après la guerre en Ukraine, avec ce qui se passe au Moyen-Orient maintenant, on n'a jamais été aussi incertain qu'en 2025. Oui. Pour moi, il y a deux manières de répondre à cette interrogation. La première serait de se cacher derrière son petit doigt et de dire il y a un contexte tendu, il y a un conflit très sérieux, par exemple, entre l'Iran et Israël. Il y a des conflits larvés un peu partout dans le monde, et voici ce qui justifierait les quasiment 17 000 faillites d'entreprises au Maroc. Ça, pour ma part, ce serait se cacher derrière son petit doigt. Certes, le contexte économique, politique, social, à l'international est ce qu'il est, avec des tensions, que ce soit des tensions entre pays, l'exemple de ceux que j'ai cités, des tensions au sein de pays. En France, par exemple, ce n'est pas un modèle de stabilité avec un Premier ministre qui est sur un siège éjectable. Aux États-Unis, il y a eu des guéguerres de clochers entre Donald Trump et Elon Musk, excusez du peu. Il y a beaucoup de tensions au sein des plus grandes puissances économiques et politiques. Mais encore une fois, et désolé d'être aussi abrupte, ça n'a rien à voir avec notre situation. Notre situation est beaucoup plus liée à des impacts structurels qui sont du ressort de la solidité ou non d'un certain tissu économique, de la capitalisation suffisante ou non d'un certain nombre d'entreprises, d'un cadre législatif. Certes, beaucoup de choses ont été faites sur la loi sur les délais de paiement, par exemple, mais qu'est-ce qui a été fait sur la coercition afférente, par exemple, aux titres de commerce qui sont revenus impayés, même sur la pénalisation du chèque? Est-ce que ça résout facialement les problématiques de recouvrement? Quand bien même celui qui aurait aimé un chèque irait en prison 6 mois ou 1 an, est-ce que ça résout facialement mes problématiques? Est-ce que je vais faire entrer les fameux sous, pour parler trivialement, qui vont me permettre de faire tourner mon entreprise? Je pense que c'est là où se situe le sujet, davantage qu'au niveau d'un contexte macroéconomique ou politique international qui n'est pas glorieux, qui devrait rajouter son eau au moulin dans un cercle vicieux, mais malheureusement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ce n'est pas là que ça se passe. C'est pas là que ça se passe aujourd'hui. Vous confirmez, Amine Dioli, parce qu'il s'agit donc de... C'est ça l'actu, hein, c'est ce rapport publié par Dun & Bradstreet, et ça n'est fait boule de neige. D'abord, parlons des défaillances d'entreprises dans le monde, peut-être avec des chiffres saillants par région aussi. Qu'est-ce qui ressort de ce dernier rapport de cette entreprise américaine qui scrute de près les statistiques liées aux entreprises, notamment crédit de bureau, etc. Exactement. Bon, Dun & Bradstreet, au niveau du Maghreb, en tout cas, fournit de l'information. Donc, je voulais juste préciser, on ne s'occupe pas de l'aspect crédit de bureau, on s'occupe de l'information financière des entreprises. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? À peu près 50 pays étudiés. Sur ces 50 pays étudiés, il en ressort que les 2/3 ont vu une augmentation forte des défaillances d'entreprises en 2024. Ce qui veut dire qu'un tiers seulement ont vu des défaillances baisser.
Alors maintenant... Qui sont ces tiers? On est curieux. Parce que là, je parlais de crise généralisée. On aimerait bien savoir qui sort son épingle du jeu, finalement. Au moment où on parle au Maroc, par exemple, de dette publique qui commence à atteindre un certain niveau, on se rend compte qu'à l'inverse, des pays qui ont fait de bonnes performances en matière de baisse de défaillance d'entreprise, ce sont aussi des pays qui ont fait des efforts en termes de déficit public, en termes de déficit budgétaire, qui ont poussé leur croissance, notamment la Grèce, qui était le parent pauvre, le parent malade, en tout cas en Europe, il y a encore quelques années, la dette de la crise. Ils ont fait énormément d'efforts pour redresser leur économie. Et aujourd'hui, c'est le premier pays en termes de baisse forte, consistante des défaillances d'entreprises. Idem pour d'autres pays comme la Colombie, par exemple, dans le monde. Et c'est exactement les mêmes liens, c'est-à-dire qu'on constate un redressement fort du PIB, de leur produit intérieur brut, une baisse des dettes publiques, une baisse des déficits publics. Donc il y a une corrélation entre dette publique et défaillance d'entreprise. C'est intéressant, sous ce prisme-là. Effectivement, des efforts qui sont faits par l'État, effectivement, pour désendetter, pour mieux gérer, disons, les finances de l'État. Et parce que après, vous pouvez ouvrir les vannes via les banques publiques, vous pouvez ouvrir les vannes, en tout cas injecter de l'argent qui va être aussi distribué pour les entreprises. Et donc, effectivement, il y a un lien entre l'État et les entreprises par la suite. Des deux tiers, qu'en est-il de la situation pour les deux autres tiers, notamment, et ça nous intéresse, puisque vous parliez tout à l'heure que le Maroc, il n'est pas concerné par ces pays, mais de facto, ce sont aussi nos clients. Bon, ce sont nos fournisseurs, certes, mais ce sont aussi nos clients, pour ne citer que l'Union européenne, par exemple. Exactement, l'Union européenne, la France, donc des progressions à 2 chiffres du taux de défaillance. Maintenant, on ne parle que de 2024. Avant, on était sur des baisses des défaillances d'entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la période Covid. Les États en France et dans l'Union européenne ont injecté énormément d'argent. Surtout en France. Ils ont continué à le faire après 2021 jusqu'à 2023. Et puis tout d'un coup, 2024, les finances publiques vont beaucoup moins bien. Il faut un peu serrer la ceinture. Et donc, on ferme le robinet du crédit. Et c'est à ce moment-là que, justement, toutes les entreprises françaises et européennes qui étaient maintenues artificiellement en vie, tout simplement, les plus fragiles finissent par mourir. Exact. Qu'en est-il aussi des autres chiffres qui concernent peut-être notre région MENA? Est-ce qu'il y a des pays qui se distinguent? Alors, nous n'avons pas d'autres chiffres sur la région. C'est difficile, effectivement, d'avoir des chiffres précis sur nos voisins maghrébins ou sur la région. Sur nos voisins proches, évidemment, l'Europe, on a beaucoup plus d'informations, l'Asie, les États-Unis, mais sur nos partenaires proches, non, nous n'avons pas énormément d'informations. Très bien. Dernière question sur les marchés internationaux. Quel est aujourd'hui le facteur qui impacte le plus ces défaillances? Est-ce que c'est la politique monétaire avec des taux d'intérêt assez élevés, enfin en tout cas par rapport à la période pré-Covid? Est-ce que ce sont bien évidemment les tensions géopolitiques avec tout ce que cela implique pour les marchés financiers, pour les marchés des matières premières notamment? Est-ce que c'est l'inflation? Est-ce que c'est un mix de tout cela? Alors effectivement, 3 facteurs. Le premier, il est géopolitique. L'Ukraine, évidemment, a eu un impact inflationniste important sur les intrants et ça a eu des répercussions au niveau du Maroc. La géopolitique, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. La guerre entre Israël et l'Iran vont probablement avoir des impacts. Imaginons que demain, l'Iran ferme le détroit d'Ormuz et freine tout ce qui est transport de pétrole à travers le monde. Et de gaz. Et de gaz, effectivement, les deux. Imaginez l'augmentation que ça va représenter, ce que ça va impliquer en termes d'imputation sur les consommateurs finaux, sur les entreprises qui utilisent le pétrole, notamment les secteurs comme le transport, la logistique, mais plein d'autres, l'industrie. Évidemment, tout ça aura un impact sur la santé financière de nos entreprises et des entreprises à travers le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les politiques monétaires qui sont beaucoup moins accommodantes que par le passé. Il y a encore quelques années, la politique monétaire, c'était des taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire que vous empruntiez de l'argent, vu compte tenu de l'inflation. Pas au Maroc. Hors Maroc, justement. Mais comme on parle du monde, effectivement, une politique monétaire accommodante, tout d'un coup, depuis 2 ans, on referme le robinet du crédit à travers un resserrement, une augmentation forte des taux d'intérêt. Donc forcément, toutes les entreprises
fortement endettées à partir de 2023 se sont retrouvées fragilisées et ce sont celles qui sont principalement tombées en défaillance, en faillite. Et le dernier impact, évidemment, c'est l'inflation. Malgré, on essaye, enfin en tout cas à travers dans un grand nombre de pays, une stabilisation de l'inflation, malgré tout, l'inflation n'est pas contenue dans un certain nombre de pays qui continuent d'augmenter et évidemment, ça a un impact sur la santé financière des entreprises. Très bien. Mais on remarque quand même que le Maroc s'en sort plutôt pas mal. Hicham Ben Saïd Alaoui, parlons du bon côté des choses et après on pourra bien sûr revenir sur ce qui ne va pas bien et puis aussi sortir peut-être avec des recommandations par le biais de vos expertises respectives. Si on parlait de l'entreprise marocaine aujourd'hui, vous les accompagnez comment? Les chefs d'entreprise voient déjà ce qui se passe, est-ce qu'ils se sentent menacés? Est-ce que finalement la Coupe du Monde 2030 n'a pas comme soufflé un vent d'optimisme au sein du tissu entrepreneurial et chez les chefs d'entreprise marocains? Alors, j'aimerais rebondir sur cette question, sur ce que disait Amine, parce que je pense que dans les réponses d'Amine, il y a des sujets de divergence avec moi, mais on va peut-être converger vers le même niveau de réponse. Typiquement la Grèce, par exemple. La Grèce, il y a une baisse des défaillances d'entreprise pour deux raisons à mon sens. D'abord, il y a eu l'effet tsunami de la crise, cessation de paiement, ce qui fait que la mortalité d'entreprises avait atteint des pics historiques. C'est un rebond. Et les entreprises qui avaient survécu, c'est comme quand vous avez une épidémie dans un pays, les corps plus fragiles vont malheureusement souffrir, mais ceux qui survivent auront peut-être un pic d'espérance de vie de 25 ou 30 ans. Exact. Et deuxième élément, il y a eu le contrôle du FMI, de la Banque Centrale Européenne, ce qui fait que le pays a été beaucoup plus regardant, ce qui fait qu'aujourd'hui les entreprises qui en plus ont survécu et qui sont mieux véhiculées et mieux scrutées, pour ne pas dire mieux fliquées, sont beaucoup plus résilientes aujourd'hui. Gouvernance aussi des politiques publiques, il faut le dire, parce que quand on dit FMI ou Banque mondiale ou même BCE, c'est que si vous voulez l'argent, il faudra nettoyer, il faudra faire le nettoyage, excusez la métaphore. C'est exactement le cas pour la Grèce. Pour la France, le président Macron a parlé du quoi qu'il en coûte, avec quelques dizaines de points de PIB. Ce n'était pas notre cas. Nous, l'État a eu une posture très volontariste, accompagnement des classes les plus défavorisées, mais ça ne nous a pas coûté 20% d'endettement en plus. Ce qui fait que pour moi, le Maroc reste un îlot de stabilité, ce qui m'amène à la réponse plus directe à la question. Le Maroc, c'est 12 siècles de monarchie, c'est de la stabilité, c'est alhamdoulilah une monarchie, et donc c'est une continuité, une possibilité de se projeter vers là. Quand on parle à un chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il vous dit? Il y a eu la guerre. On en parle au passé d'un point de vue très égocentré, parce qu'indépendamment des contingents géopolitiques... Il y a eu la guerre en Ukraine. Il y a eu un impact, parce que lorsque vous voyez l'inflation... Il y a eu la guerre, il y a eu une guerre aussi maintenant. Certes, mais quand je dis il y a eu la guerre d'un point de vue strictement écocentré, pas forcément géopolitique. Pourquoi je dis il y a eu la guerre? Parce que l'inflation aujourd'hui n'est pas à 2 chiffres. Donc les effets de guerre en disant il y a eu une guerre en Ukraine, ça intéresse les gens qui s'intéressent à la géopolitique, à la géostratégie, à l'histoire des nations. Mais d'un point de vue économique, guerre en Ukraine ou pas guerre en Ukraine, c'est 2% d'inflation. L'inflation est très bien gérée maastrichtiennement au sein de notre pays. Quand vous parlez à un entrepreneur, il vous dit il y a la Coupe du Monde, mais ça n'a pas débouché sur un quoi qu'il en coûte. Ce n'est pas parce qu'on veut mettre en place une Coupe du Monde ou une Coupe d'Afrique qu'on a tout négligé. Il y a beaucoup d'argent qui est mis sur l'éducation, sur les grands chantiers, sur les infrastructures. Est-ce que ça bénéficie aux chefs d'entreprise? C'est pour ça que je vous pose la question. Oui. Donc ils sentent qu'il y a un effet comme de ruissellement, même si la comparaison n'est pas à 100% valable et justifiée, mais est-ce qu'ils sentent qu'ils vont aussi profiter de cette Coupe du Monde et de tous les marchés d'infrastructures, etc. Sur 2 niveaux de réponse. D'abord, un chef d'entreprise, ceux qui ont l'occasion d'échanger, vous disent c'est pas parce qu'il y a une Coupe du Monde qu'on a fermé d'autres vannes, les autres chantiers fonctionnent, et parfois les budgets sont en augmentation. Donc ce n'est pas le fameux quoi qu'il en coûte, c'est Covid tout comme en France et on arrête tout, pas du tout. Donc ce n'est pas une excuse. Et deuxième sujet, il y a des chantiers, il y a de la consommation, il y a de la relance. Lorsqu'on voit le Conseil des ministres de décembre 2024 présidé par Sa Majesté, il a été question non pas uniquement de stade, c'était 1 point sur 7, il était question d'infrastructures hôtelières, de formation professionnelle, de formation technique, de hub d'accueil. Et tout ceci devrait faire fonctionner l'économie. Le ruissellement, ce n'est pas un gros mot. C'est-à-dire qu'il y a un épicentre qui va beaucoup profiter, ça va rejaillir sur un pan de la population. Dans ma bouche, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est amélioratif si ça profite à tout le monde. Très bien, et c'est bien. Donc là, ce sont les points positifs. D'autres points positifs, avant de parler du négatif et de conclure avec Amine Diori. Pour le Maroc, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Alors, les effets positifs sur la Coupe du Monde, je pense qu'effectivement, Hicham a bien résumé la chose. Maintenant, je pense que quand même,
bon, de manière générale, les effets Coupe du Monde, l'impact économique effet Coupe du Monde sont quand même, malgré les montants importants qui sont investis, restent quand même relativement limités. Il ne faut pas non plus s'attendre à des hausses de PIB relativement importantes, 0,5, 1 point de plus sur les PIB. Les expériences passées montrent malgré tout que ça reste assez limité. Maintenant, on voit clairement que l'impact positif, il est sur certains secteurs en particulier, notamment le BTP, la construction, effectivement. Mais pas l'immobilier. Pas encore. Pas encore, mais je pense que l'étape suivante, ce sera l'immobilier, bien évidemment. Mais évidemment, le BTP, ça va être le tourisme. C'est le tourisme, c'est encore le tourisme, parce qu'on bat des records mois après mois en matière de tourisme et de capacité d'accueil au Maroc. Et d'ailleurs, je parlais du BTP, ça marche tellement bien qu'on a aujourd'hui des déficits en matière de recrutement, c'est-à-dire que les entreprises de BTP ont du mal à recruter certaines ressources humaines spécifiques. Et donc, évidemment, voilà, c'est peut-être des points de limitation, mais globalement, évidemment, l'impact est important pour le Maroc. 5 années consécutives de hausse de faillite au Maroc. Et même plus, en réalité, parce que si on regarde depuis qu'on a commencé nos chiffres, de 2008, on est en moyenne sur une hausse de 13-14% en moyenne, chaque année. Maintenant, la seule nouveauté 2024, c'est que... Il faut dire aussi que la moyenne de création d'entreprises, il n'y a qu'à voir les chiffres de l'OMPIC, elle est aussi sur une tendance bien haussière, voire même une croissance à 2 chiffres. Donc on va un peu sur un trend parallèle entre les créations et les... C'est important d'insister, effectivement. Grosso modo, on parle de presque 100 000 sociétés créées chaque année versus 15 000 sociétés défaillantes. Donc il y a quand même un solde positif qui est très important chaque année. Et d'ailleurs, en matière de création d'entreprise, c'est vrai qu'on n'insiste jamais assez. J'ai vu une étude de la Banque mondiale dessus. Le Maroc se situe dans le top 20 mondial en matière de création d'entreprise. Encore faut-il la maintenir à vie. C'est ça. En vie, pardon. Ça, c'est... Peut-être pas à vie, mais en vie, là, c'est très révélateur. Déjà effectivement, les 5 premières années, ce serait effectivement très bien. Alors, on a un ratio pour le Maroc, combien plus ou moins et la durée de vie d'une entreprise effectivement, on a des ratios, 5 années en moyenne. Entre 5 et 6 ans, c'est la durée de vie moyenne d'une entreprise défaillante. Quand on regarde une entreprise qui est en faillite, on regarde depuis quand elle a été créée, c'est entre 5 et 6 ans en moyenne. Qu'est-ce qui fait que nous restons sur un trend? Est-ce que déjà c'est mondial de rester sur un trend de nombre de défaillances d'entreprises assez constant et surtout, quels sont les éléments qui restent très spécifiques au Maroc? Nous en avons parlé à plusieurs occasions sur ce même plateau. Vous avez parlé de délai de paiement. Quels sont les autres facteurs à améliorer? Je parlerai uniquement des 5 dernières années. Qu'est-ce qui nous différencie du reste du monde? C'est vrai qu'on avait une spécificité qui était les délais de paiement, les retards de paiement qui étaient extrêmement élevés. Je rappelle quand même qu'en Europe, en France, les retards de paiement moyens, c'est 10 jours. Au Maroc, on parle de plus de 100 jours de retard. Donc, oui, c'est la première spécificité. Après, et la loi, alors? La loi commence à avoir des effets positifs. Comment? Alors, on le voit aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il faut rappeler juste une chose. 2023, les premières sociétés cibles, c'était celles de plus de 50 millions de dirhams. Elles ont fait leur déclaration, elles ont fait des efforts conséquents pour s'aligner sur les 120 jours. Les premières bénéficiaires, ce sont les PME. À partir de 2024, ce sont les PME qui déclarent dans le cadre de la loi, et forcément, en termes d'écosystème, ça va se répercuter sur les TPE. Donc, globalement, on va voir à partir de 2025, je le pense très sincèrement, une amélioration des délais de paiement sur les TPE, les PME et une baisse des défaillances 2025. Donc, les délais de paiement restent quand même un facteur qui freine la baisse des défaillances d'entreprises. Exactement, c'est le facteur principal. Aujourd'hui, le taux de mortalité des entreprises, c'est à 40% les délais de paiement. Après, ce qui nous différencie, c'était le contexte macroéconomique, c'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure de soutien des États d'un point de vue d'aide publique, Europe, États-Unis, etc., où les États ont injecté énormément d'argent post-Covid. Nous, dès 2021, évidemment, notre situation financière faisait qu'on ne pouvait pas continuer d'aider indéfiniment toutes les entreprises en continuant d'injecter de l'argent. On a laissé faire le libre marché, évidemment, avec les conséquences que ça pouvait avoir.
Et puis, l'Europe et le reste du monde se sont alignés au bout de 3 ans. Et c'est là qu'on a vu effectivement les défaillances fortement augmenter. Donc, c'est, à mon avis, une question, de macroéconomie, c'est une question de resserrement de la politique monétaire. Et 3, une spécificité marocaine, c'est les délais de paiement. Alors justement, vous avez parlé de libre marché, ça dépend de quel secteur on parle, parce que l'État continue quand même de soutenir certains secteurs, Hicham Ben Saïd Alaoui, notamment à travers des subventions. Est-ce que finalement, l'État-providence a ses limites pour créer de la valeur, pour créer de la richesse? Et quand on voit d'autres États, pour ne citer que l'exemple turc par exemple, eh bien pourquoi ça a marché chez eux et ça ne marche pas en France? Est-ce qu'on devrait envisager ce modèle-là ou peut-être faire les choses à notre propre sauce, chose qu'on fait très très bien d'ailleurs et très souvent? Alors, plusieurs questions dans la mienne, j'en conviens, mais surtout sur cela, c'est-à-dire est-ce qu'il faut continuer à soutenir, à assister? c'est là que je dirais qu'il faut savoir exactement ce qu'on veut. Par exemple, ce qu'a initié Amine dans la réflexion, j'aimerais bien le poursuivre sur l'histoire de 5 années de hausse consécutive de défaillance. Oui. C'est sans doute 25 années de hausse consécutive, parce qu'il y a 5 ans, on est en 2025, c'est 2020, il y avait Covid. Qu'est-ce qu'il y avait pendant le Covid? Il y a eu la fermeture des tribunaux, Oui. et il y a eu les damas de relance, damas d'oxygène, Exact. qui ont maintenu à flot un certain nombre d'entreprises, et puis très pragmatiquement et prosaïquement, les défaillances ne pouvaient pas être constatées parce que les tribunaux étaient fermés. D'où le très gros effet de rattrapage, hausse et défaillances historiques dans l'histoire de ce pays en 2021. Ce qui fait que, factuellement, c'est 25 à 30, peut-être 40 années de hausse continue des défaillances. Quand on est sur ce trend, il faut se poser une question. Ce n'est pas un conflit en Ukraine, ce n'est pas un conflit en Iran, c'est beaucoup plus profond. Et pour en revenir à ces sujets beaucoup plus profonds, pourquoi je dis il faut savoir ce qu'on veut, sur les fameuses créations d'entreprises. Le politique a décidé, par exemple, de lever toute obligation de capital social minimal sur la SARL. Exact. C'est bien, c'est pour flexibiliser la création d'entreprises. Du coup, il est relativement aisé de créer une entreprise avec un capital de 1000 dirhams, de 1 dirham, 0 dirham n'étant pas accepté, de 10 000 dirhams, de 5 000 dirhams. Et donc, il ne faudrait peut-être pas s'étonner que ces mêmes entreprises soient légèrement fragiles face aux premières contingences de la vie. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut des entreprises résilientes, et auquel cas, le législateur vous dirait capital social minimal pour une SARL, 500 000 dirhams. Comme ça, elle a un minimum de fonds propres. Mais si on fait ceci, ce serait des barrières à l'entrée pour un certain nombre d'entreprises. Et il faut savoir où on veut dimensionner l'approche. Sur l'exemple turc, on ne peut pas s'improviser peut-être dans un pastiche du modèle turc pour une raison simple. Parce que le modèle turc fonctionne sur un triptyque pour moi. D'abord, une offre. Ils ont des entreprises BTP, ils ont une expertise, ils ont un vécu. Ils avaient des surstocks parce que le marché local qui est important, 85 millions d'habitants, c'est un peu tari. Avec une politique volontariste de grands travaux. C'est 50 millions de touristes quand même, la Turquie, beaucoup de leviers. Ils ont développé des surstocks, par exemple, dans le domaine de la sidérurgie et ailleurs, qu'ils ont pu exporter. Deuxième pilier du triptyque, c'est la monnaie. Nous, notre dirham est, je dirais, presque anormalement élevé, avec tous mes respects pour les décideurs. D'un point de vue d'exportation, le dirham est tellement important que nous ne sommes pas compétitifs. La lire turque est tellement dévaluée qu'il est très facile d'exporter, a fortiori lorsque vous avez un bon produit, dans cette configuration. La bonne nouvelle, c'est que pour un pays importateur net comme le pays, qu'est le Maroc, Voilà, c'est ça. si on laisse filer le dirham, ça va coûter beaucoup plus cher, il y aura une inflation à 2 chiffres. Oui. C'est pour ça qu'il faut savoir ce qu'on veut. Et troisième élément du triptyque, qui peut sembler anecdotique, c'est toutes les séries turques, c'est toute la musique turque, c'est instillé dans la tête du consommateur, marocain ou autre, que Turquie, c'est glamour, Turquie, c'est moderne, Turquie, c'est beau, donc consommons turc. Et ça, on ne peut pas s'inspirer de ce modèle d'un point de vue superficiel. Où sont nos séries marocaines? Qu'est-ce qu'on a exporté en termes de culture marocaine dans les pays avant d'instaurer peut-être une politique de surstock qu'on va leur vendre et une monnaie qui accompagne? On ne peut pas juste accompagner le modèle turc parce qu'ils sont musulmans comme nous, parce que c'est un grand pays comme nous. Je pense qu'il faut s'adapter à nos contingences. Nos contingences, et j'irai assez rapidement sur ça, c'est toutes les contraintes qu'a citées Amine, mais c'est aussi peut-être la limitation du marché intérieur, pour appeler un chat, et il faut nécessairement aller chercher ailleurs. Il y a de la surcapacité dans tous les secteurs que nous voyons, que ce soit un café, que ce soit un distributeur, même de guichet bancaire, que ce soit un hôtel, que ce soit une entreprise sidérurgique, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes chez nous. Donc même si le taux directeur est revu à la baisse, on en verrait plus, en se basant sur ce que vous venez de développer, ça ne changera pas grand-chose finalement pour l'entreprise, même si le crédit frôle le zéro. Le taux d'intérêt pour justement... Le taux de refinancement. De se financer, de financer son investissement, ça ne changerait pas grand-chose. Parce que c'est la taille du marché aussi qui joue
en défaveur de l'entreprise. Il faudrait qu'il y ait un relais externe, soit une manne, une commodity qu'on découvrirait, soit une portion de la population qui n'était pas incluse dans le circuit formel, qui rentrerait dans le circuit formel. Financier ou vous parlez de fiscal? De manière générique. Générale. On a déjà une fiscalité très lourde. Oui. Quiconque a une entreprise sait qu'en termes de TVA, d'IS, de cotisation sociale, c'est déjà lourd. Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire l'affaire? Est-ce que trop d'impôts ne tuerait-il pas l'impôt? Est-ce qu'on n'est pas en train de scier la branche sur laquelle on est assis? Sachant qu'on peut jouer à 2-3% près, mais ce serait quoi la limite? Un IS à 70%, une TVA à 40%, ça a forcément ses limites. Je pense qu'il faut penser à d'autres leviers. Un mot de la fin, Amine Djouri, justement sur la base de cette étude que nous avons aujourd'hui développée pour nos téléspectateurs. Oui, effectivement, je pense qu'il faut retenir le positif par rapport à cette étude. Le positif, c'est que si on voit le Maroc par rapport à la série de pays qui composent l'étude, on se situe globalement beaucoup mieux pour la première fois depuis des années. On a limité la progression des défaillances d'entreprises. Alors, dans le contexte géopolitique actuel, c'est difficile de parler de baisse, mais malgré tout, limiter la hausse des défaillances d'entreprises, c'est déjà en tant que tel, je pense, un exploit. Et je pense qu'effectivement, il faudrait essayer d'accompagner davantage, d'ouvrir justement les mannes du financement aux entreprises, notamment les très petites et les moyennes entreprises qui aujourd'hui ont besoin quand même de beaucoup d'argent, de trésorerie, justement pour se développer, pour continuer à fonctionner normalement et éviter de faire fonctionner le crédit interentreprise qui est mauvais pour tout le monde. Et aussi un peu de sagesse dans la gestion de leur entreprise. On n'en a pas parlé, peut-être que ça ferait l'objet d'un autre épisode de Questions d'Actu. Voilà, je voudrais vous réitérer mes remerciements au nom de Médien TV, à vous, Amine Djouri d'abord. Merci. Et merci à vous et aussi Hicham Ben Saïd Alaoui. C'était un plaisir et c'était très enrichissant d'échanger avec vous, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.